Bienvenue dans Mixing Génération, le podcast qui s'intéresse à la transmission entre les générations. Je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteure en sociologie sur la thématique du vieillissement et des relations multigénérationnelles. J'ai décidé de lancer un podcast pour réinventer le regard sur le vieillissement. Je crois que mixer les générations, c'est ce qui changera le monde. Alors je veux donner la parole à des invités qui, par leur expérience de vie, par leurs actions, changent le monde et créent de meilleures conditions de vie pour les plus âgés, mais aussi pour nous, parce que cela nous concerne tous. Dans ce podcast, j'espère que vous serez inspirés et que vous aurez envie de créer ensemble un monde mélangé, ouvert, plus coloré, et surtout que vous prendrez conscience du lien puissant qui nous unit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Lambolet. Juliette Lambolet, elle est comédienne sur les planches et sur les écrans et vous pouvez la retrouver dans la pièce de théâtre Edmond. Je l'ai invitée parce qu'elle est réalisatrice du documentaire Le Grand Voyage. Dans ce documentaire, elle part explorer le monde avec sa grand-mère à bord du Transsibérien. Le Transsibérien parcourt 3 pays, la Russie, la Mongolie et la Chine. Et j'ai été beaucoup touchée et émue dans ce documentaire, à la fois dans son regard qu'elle porte sur sa grand-mère, mais également sur les échanges que Juliette et sa grand-mère peuvent avoir tout au long du voyage avec d'autres personnes et aussi donc d'autres femmes âgées. Juliette, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous raconter ce qui vous a donné envie de réaliser ce voyage avec votre grand-mère ? Je suis partie avec ma grand-mère pendant pratiquement un mois à bord de ce train. Il faut savoir que ma grand-mère à l'époque avait 90 ans quand elle a fait ce voyage. Et à la mort de mon grand-père, elle avait 80 ans, donc c'était 10 ans auparavant. Et elle avait décidé de réaliser un rêve qu'elle avait depuis longtemps, qui était de parcourir le monde, de partir en voyage, de découvrir d'autres horizons. Et donc elle est partie comme ça pendant 10 ans, de ses 80 à 90 ans, avec son meilleur ami qu'elle a retrouvé un petit peu par hasard en fouillant ses numéros de téléphone, son meilleur ami d'enfance, de primaire. Et au décès, donc il est décédé quand elle avait 89 ans, un an avant notre voyage, et ils avaient prévu de partir à bord du Transsibérien, et je lui ai proposé de l'accompagner et de faire ce dernier grand rêve ensemble. Et donc elle avait parcouru tous les continents, et de l'Inde à l'Amérique, à l'Afrique du Sud, elle était partie aussi au Tibet, enfin. Et c'est vrai que c'était son dernier grand rêve. Donc c'est parti d'une volonté comme ça de petite fille d'accompagner ma grand-mère et d'exaucer un des rêves de ma grand-mère pour ses 90 ans. Mais cette proposition, je dirais, elle sort pas de n'importe où. Je dirais, il y a quelque chose, il y a une histoire qui s'est construite entre vous et votre grand-mère. Oui, j'ai la chance d'avoir une famille assez unie, avec des parents qui se sont rencontrés quand ils avaient eux-mêmes 14 ans, et qui sont encore ensemble. Donc mes 2 grands-mères, qui sont d'ailleurs dans le documentaire, se connaissaient déjà depuis très très longtemps. Et j'ai eu la chance de grandir en plus avec ma grand-mère qui habitait aussi à Paris. On habitait tous dans la même ville, donc à Paris. Après, en grandissant, j'ai eu le constat je me rendais compte qu'elle avait ce statut comme ça de grand-mère, avec un statut de grand-mère très forte, assez discrète finalement, qui était dévouée à son mari, à sa famille. En fait, une sorte d'image de grand-mère assez cliché finalement. Et en ayant envie de faire ce documentaire, donc cette idée en plus était venue juste après les attentats du Bataclan, donc il y avait une envie comme ça presque vitale de resserrer les liens, de connaître intimement une personne, et donc moi j'avais très envie de la découvrir en tant que femme, plus qu'en tant que grand-mère, et de lui poser des questions évidemment sur sa jeunesse, évidemment sur son enfance, mais
d'aller encore plus loin et de vraiment partager une expérience avec elle. Et on avait ça en commun, l'amour du voyage et de la découverte et donc du coup on a décidé de faire cette expérience ensemble. Après, évidemment que j'avais la chance d'être déjà proche d'elle. Et est-ce que vous l'avez découvert alors pendant ce voyage? Parce que c'est quand même beaucoup d'heures de train. On a le temps. On peut s'imaginer qu'on a le temps d'échanger, de discuter. Alors oui, c'est là que ça devient très drôle, c'est que au moment de préparer ce voyage, on a eu très peu de temps entre l'idée et le départ. On a eu 1 mois. Donc tout s'est fait de façon très spontanée finalement. J'ai demandé la caméra d'une amie qui me l'a prêtée. J'ai appris enfin j'avais fait une école de cinéma, mais j'ai appris quand même à filmer et à prendre le son un petit peu sur le tas. Je savais qu'il fallait que je sois toute seule avec ma grand-mère, que je ne peux pas partir avec une équipe parce qu'il fallait que ce soit un film assez intime. Et puis, je savais qu'il fallait que je prépare un petit peu ce que j'avais envie de montrer. Et au début, c'était simplement un voyage avec ma grand-mère, avec une volonté de transmission de part et d'autre, avec des questions assez générales et assez précises, et puis des sujets aussi qui peuvent être un peu tabous, mais qui m'intéressent sur évidemment la sexualité pour les personnes plus âgées, la solitude, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que donc ce train va en moyenne 50 km/h et, et, en fait, on est au bout d'une semaine. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus timide et qu'elle aurait plus de mal à répondre à mes questions. Et en fait, au bout d'une semaine, elle avait répondu, même beaucoup moins, même 5 jours, elle avait répondu à quasiment toutes mes questions. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'aventure commençait vraiment. C'est une fois que, que ma préparation finalement était finie et finie plus rapidement que prévu, qu'on a pu vraiment laisser place à l'imprévu, la rencontre avec d'autres personnes dans le train. Parce que donc, juste pour situer, le Transsibérien, c'est un train qui est utilisé par les locaux, notamment en Russie, pour aller en Sibérie, voir par exemple des familles qui habitent dans des villages retirés en Sibérie, et où il y a uniquement le transsibérien comme moyen de transport, et donc on met plusieurs jours à aller voir, rendre visite par exemple à sa grand-mère justement, quand on vient de Moscou. Et donc il y a une atmosphère très particulière dans ce train où les gens voyagent en famille en général. On s'arrête très peu, il y a très peu d'arrêts sur des quais, et donc on prévoit souvent beaucoup de nourriture, beaucoup de choses à boire aussi, beaucoup d'alcool. Et donc c'est très vivant comme voyage. Et pendant toute la première partie du voyage, on était enfermés dans notre wagon, on avait pris un wagon toutes les deux, et puis très rapidement, on a eu ces rencontres dans les couloirs, ces rencontres il y a plusieurs classes, et il y a notamment une classe qui n'existe pas en France, c'est la 3e classe, où il n'y a pas du tout de compartiment, les gens dorment sur comme des lits superposés, et les gens, ou alors même par terre, etc. Et c'est là où il y a le plus d'ambiance, évidemment, et le plus de rencontres possibles. Et là, on a rencontré d'autres grand-mères qui étaient intriguées par le fait qu'on voyage, évidemment, toutes les deux. Et c'est là qu'est née l'envie de rencontrer d'autres personnes de son âge. Oui, parce que pendant ce voyage, vous avez rencontré d'autres grand-mères. Et comment vous les avez rencontrées et aussi qu'est-ce qu'on vous a dit, quoi? Est-ce que elles se sont ouvertes aussi facilement que votre grand-mère s'est ouverte à vous? La seule difficulté, c'était la barrière de la langue, parce que pour le coup, que ce soit en Russie, en Mongolie ou en Chine, j'ai eu du mal à trouver des personnes qui parlaient anglais. Donc c'était assez
intéressant parce que au début, on avait très envie de communiquer. Je sentais qu'il y avait à la fois des personnes intriguées parce que j'avais une caméra et parce que forcément on se pose toujours la question de est-ce que je suis journaliste ou pas. Et une fois que cette question était mise de côté, j'ai eu la chance de trouver donc par exemple en Russie, un traducteur, c'était un jeune russe qui revenait tout juste des États-Unis. Il avait, je crois, 19 ans et il était serveur. Et on s'est rencontrés lors d'un arrêt du train. On s'est arrêté seulement 2 jours à Irkoutsk, qui est la ville près du lac Baïkal. Et on a dormi une nuit à l'extérieur du train et on allait dans un restaurant avec ma grand-mère. On a rencontré ce jeune homme qui nous servait et j'ai compris qu'il parlait un anglais parfait. Et là, très spontanément, je lui ai demandé si on pouvait rencontrer, s'il connaissait une, une, une personne, si possible, une femme de 90 ans, c'est-à-dire l'âge de ma grand-mère, dans ce village. Et très spontanément aussi, il m'a répondu que oui. Il y avait en effet une femme de plus de 90 ans, parce qu'elle a 97 ans, et qu'il serait ravi de nous accompagner et de créer la rencontre. Donc ça, c'était la première rencontre avec ma grand-mère et cette femme qui s'appelait Macha, qui n'avait jamais bougé de son village. Même elle est allée une fois à Moscou et puis elle n'avait pas du tout aimé, donc elle était revenue et au final elle nous avait expliqué que justement le voyage c'était pas du tout quelque chose qu'elle avait pu concevoir, enfin c'était pas du tout et là très spontanément on a eu envie de rencontrer d'autres grands-mères, d'autres grand-mères parce qu'il y avait ce lien avec les petites filles et donc on pouvait poser des questions aussi pour comparer les différents liens. En Mongolie, on a rencontré une femme incroyable pour le coup qui avait à peu près la même histoire que ma grand-mère, notamment sur le fait qu'elles avaient toutes les deux perdu un enfant. Donc là, c'était plutôt une expérience très intime et de partage très intime, d'histoires assez similaires à l'autre bout du monde. Et puis la dernière grand-mère, c'était une grand-mère donc chinoise à Pékin. C'était un petit peu plus facile, mais ça s'est fait un petit peu de la même manière. On est arrivé du coup à notre terminus qui était pour nous Pékin. Et on allait dans un restaurant, pareil, on discutait, et puis je me suis rendu compte que le propriétaire du restaurant parlait très bien anglais, c'était un jeune homme, et je lui ai demandé aussi s'il connaissait une femme âgée. Il m'a dit que sa grand-mère serait ravie de rencontrer la mienne, et puis pareil, très spontanément, avec beaucoup de chance dans ces rencontres, on s'est rencontrés en Chine et on a pu partager les différentes expériences. Avec à chaque fois ces traducteurs qui nous traduisaient du coup en anglais, donc c'était un petit peu plus long que prévu. C'était assez drôle, mais ça s'est fait de façon assez fluide, bizarrement, avec beaucoup de chance. Ouais, je trouve ça beau, cette fluidité, cette spontanéité. Des fois, on peut se dire, ah bon, on n'arrivera jamais à communiquer avec des gens qui ne parlent pas notre langue ou à accéder à la rencontre, alors qu'en fait, quand on essaye et quand on la déclenche, on voit qu'elle est possible. Et est-ce que vous avez vu les liens au sein de la famille? Est-ce qu'ils étaient différents ou similaires à ce qu'on peut vivre ici? Alors en moyenne, on restait très peu de temps finalement avec ces personnes, puisque ça a été improvisé, et dans le parcours qu'on devait faire avec ma grand-mère, on devait rester dans le train principalement, et donc la plupart du temps on restait en moyenne une journée voire deux maximum sur place, et on avait la chance de pouvoir voir ces femmes quelques heures seulement. Donc on a partagé des choses. Après la chose la plus intime, c'était ce que je disais tout à l'heure avec cette femme mongole qui avait perdu aussi son enfant à peu près au même âge, en plus, qui avait à peu près le même âge que mon oncle, donc c'était mon oncle. Ça, c'est évidemment une histoire qui m'a beaucoup touchée, surtout que on avait la traduction bien longtemps après, c'est-à-dire plusieurs minutes après après l'histoire racontée par cette femme.
Et c'est vrai que ça a été un choc et pour moi et pour ma grand-mère. Ça, c'est plus pour des raisons intimes. Après, bien sûr, donc c'était il y a quelques années. Je suis partie, moi, avec la volonté de me dire que ma grand-mère avait 90 ans, que j'avais envie de l'aider au moment où elle deviendrait peut-être moins autonome qu'elle ne l'était pour le moment. J'avais envie qu'on puisse, par exemple, la prendre chez nous au lieu de la mettre dans une maison de retraite comme mon autre grand-mère. Et j'avais toute cette envie-là de faire en sorte de recréer des liens et de prendre la responsabilité de m'occuper de ma grand-mère. Et au fur et à mesure du voyage, ça c'est quelque chose que j'ai appris, et puis alors encore plus après avec le montage, et là maintenant ça fait ça fait 3 ans qu'on a fait ce voyage, et je le comprends de plus en plus, c'est que en fait elle nous disait qu'elle n'en avait pas envie, parce qu'elle n'avait pas envie d'être dépendante de ses enfants, elle n'avait pas envie de se sentir diminuée face à ses enfants. Bon, après ça peut être des questions à évoquer, mais en tout cas elle n'en avait pas envie. Et je me souviens que pendant le voyage, je l'entendais pas vraiment, et j'avais vraiment envie j'avais vraiment envie elle se rende à l'évidence que c'était évidemment la meilleure solution. Mais en entendant ces autres femmes qui, pour le coup, donc par exemple la femme Masha, la femme russe, habitait juste à côté de ses enfants et ses petits-enfants. Elles vivaient tous ensemble. Pour le coup, la femme Narantouya, la femme mongole, avait, alors, de ce qu'on a compris, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas, mais 33 petits-enfants. Et là, pour une des raisons de culturelle aussi, c'était des semi-nomades, donc ils voyageaient tous ensemble. Il y en avait très peu qui habitaient en ville, et ils étaient encore dans une, dans une manière de... Enfin, ils habitaient encore tous ensemble dans différentes yourtes qui posaient 6 mois de l'année, et ensuite ils bougeaient tous ensemble. Et donc concrètement, quand on a par exemple l'interview, on était la rencontre, on était dans une yourte avec, il y avait déjà une dizaine de petits-enfants qui venaient vérifier si tout allait bien, apporter du bois pour mettre dans la cheminée de la yourte, faire à manger, traire les vaches, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait énormément d'aide de toute façon autour de cette femme. Et puis en Chine, c'était aussi la même chose. Il y avait vraiment culturellement en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus admis, une aide de la part des petits enfants par rapport aux personnes plus âgées. Et c'est vrai que, voilà, en tout cas par rapport à ma grand-mère, je ne vais pas généraliser parce que je sais pas par rapport aux autres, mais j'avais très envie de faire exactement la même chose, et de lui dire que j'avais envie de l'aider, et que si elle avait besoin de quoi que ce soit, évidemment je serais là pour jusqu'à la fin de ses jours, mais c'est sans vraiment écouter ses besoins et son envie à elle, finalement. Et alors là, aujourd'hui, elle en est où? Vous les avez écoutées? Alors oui, complètement. Alors on a de la chance parce qu'elle est encore en très bonne santé, enfin très bonne santé en tout cas mentale, et physiquement elle a encore la chance de pouvoir se déplacer et d'avoir quelques aides à domicile sans avoir besoin d'aller par exemple dans une maison de retraite, ou d'être placée quelque part. Donc on a de la chance aussi qu'elle puisse encore faire des choix. Et oui, complètement. On l'a écouté, en tout cas moi je l'ai écouté, et par exemple en revenant du voyage, on s'est amusé disons elle a commencé à regarder les endroits où ça lui plairait d'aller. Et le fait qu'elle choisisse en amont, le fait de lui laisser aussi la possibilité de choisir la manière dont elle voulait mourir, la manière, on a parlé de tous ces sujets-là en fait, de lui laisser
le choix et la décision et on a fait des réunions, littéralement, on faisait des repas de famille où on lui posait des questions en lui disant voilà, dans quelle maison t'aimerais aller si jamais un jour t'es trop malade, et donc de quelle manière t'aimerais mourir, est-ce que t'aimerais être incinéré, enterré, où, quand, comment, et elle a déjà répondu à toutes ces questions. Et donc ça, je trouve que c'est notre manière, dans notre famille en tout cas, à nous d'accompagner telle qu'elle le voulait ma grand-mère dans sa vieillesse, qui pour le moment est encore très, très autonome. Donc, donc elle n'a pas encore besoin de tant d'aide que ça. Et c'est plutôt positif. Oui, mais là, ce que vous expliquez, c'est quand même, je trouve, important. Après, c'est sûr, chaque famille trouve ses propres modalités, mais oser poser les questions, oser les écouter et les entendre et les digérer, je dirais, parce que des fois, donc, on n'est pas toujours prêt à entendre ce que désirent nos parents ou nos grands-parents, mais savoir être aussi bienveillant dans cette écoute et ouvrir ces espaces de parole. Je trouve ça particulièrement important pour trouver, je dirais, une justesse dans notre position, puis dans leur propre vie. Bah, c'est ça parce que, en tout cas, moi, c'est vraiment la principale. Alors, j'ai appris plein de choses pendant ce voyage et en revenant, mais c'est vraiment la principale chose que j'ai appris, c'est que j'avais envie de calquer un modèle qui me correspondait et qui peut-être, enfin, que j'aimerais peut-être appliquer si un jour j'ai des enfants. Mais c'était intéressant de voir que finalement j'étais pas ma grand-mère et qu'elle n'était pas moi et qu'elle n'avait pas envie des mêmes choses et que pour elle le soutien n'était pas forcément le fait de l'obliger à venir chez nous et de l'obliger à, à se sentir finalement en comment on dit en perte d'autonomie parce que c'est ce qu'elle nous disait tout le temps et on le voit aussi dans le documentaire que j'ai fait. À un moment on arrive à Pékin et son grand rêve c'était de monter de monter sur la muraille de Chine, euh, et à un moment elle a du mal à monter parce qu'il y a beaucoup de marches et c'est très fatigant. On arrive à la fin du voyage et il y a beaucoup de personnes âgées ou pas âgées d'ailleurs, ils sont il y a des tuk-tuk, il y a des petites poussettes et puis des fauteuils roulants. Et je lui ai proposé plusieurs fois de prendre un fauteuil roulant parce que c'était quelque chose d'assez admis et puis tout le monde le faisait. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. En fait, quand j'ai vu sa fierté dans le fait de justement pas vouloir se voir euh, non autonome face à sa petite fille. Alors ça m'a fait me poser des questions, mais en tout cas, c'était sa volonté à elle de continuer à avancer, à se sentir forte, sans avoir la sensation d'avoir besoin d'une aide quelconque. Et peut-être Voilà. que notre rôle, c'est de aussi les laisser acteurs, en fait, de ce qu'ils désirent. Euh, trouver Oui, le bon équilibre pour ça aussi. complètement, complètement. Et en fait, et justement, c'est un peu la question que je me posais au moment où je préparais le film, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de dévalorisation de la personne vieillissante, et surtout quand elle est non autonome. Et là, je me suis dit, mais oui, finalement, pourquoi on les dévalorise? C'est parce qu'on les écoute pas et on les laisse, et complètement, enfin, en tout cas, là, j'avais l'impression que dans ma famille, on avait tendance à prendre des décisions pour ma grand-mère sans vraiment l'écouter. Et c'est à ce moment-là que ça a changé. C'est en revenant de ce voyage, et d'ailleurs, ça a changé même pour ma famille quand ils ont vu le film. Ils ont commencé oui, à l'écouter et à la laisser actrice de ses actions. Complètement. Et vous, pendant ce voyage, est-ce que vous avez eu aussi l'impression de transmettre ou de donner des choses à votre grand-mère? La chose principale, alors j'étais vraiment pleinement en écoute. Je pense que c'était l'ouverture d'esprit dans la manière de voyager. On a toutes les deux ces expériences de voyage, mais à des âges complètement différents.
des manières évidemment de voyager qui étaient assez différentes, où elle avait donc l'habitude, pour ses précédents voyages, de voyager avec cet homme qui s'appelait Jean, qui était son ami d'enfance, et elle me racontait qu'elle regardait beaucoup les paysages, mais qu'elle avait rencontré très peu de personnes, et je pense que pendant ce voyage, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit après, c'est qu'elle se souvenait plus des rencontres et des gens et des discussions que des paysages. Et pourtant, on a fait quand même 3 pays, et on a traversé le désert de Gobi, les steppes de Mongolie, etc. Elle m'a dit un truc assez beau à la fin, où elle me disait, mais je pensais que les rencontres s'étaient terminées pour moi, à mon âge, et que j'étais trop âgée pour rencontrer des nouvelles personnes, parce que voilà, tout le monde avait fait sa vie, et c'est trop compliqué. Et pendant ce voyage, on s'est liés d'amitié avec quelques personnes qui ont fait exactement le même voyage que nous, qui sont pas dans le documentaire, mais qui nous ont beaucoup soutenus, notamment un homme qui s'appelait Michel, qui avait 50 ans, et c'est ça qui l'a plus marqué, en tout cas. C'est vraiment de se rendre compte qu'on pouvait tisser des liens d'amitié à n'importe quel âge, et même elle. Et donc en revenant, je sais que elle s'est liée d'amitié avec ses voisins, ses voisines, et puis des nouvelles personnes qu'elle a rencontrées. Enfin, ça lui a donné une sorte d'ouverture à ce niveau-là. Oui, d'une certaine manière, chacune vous vous êtes apporté un souffle. Oui, oui, bien sûr. Bah, en tout cas, moi, j'étais plus j'avais plus de questionnements sur le passé de ma grand-mère, et je me suis rendu compte que je suis revenue avec des questions et des réponses sur le présent. Et, et au fur et à mesure du film, je m'étais rendu compte que en fait, je reproduisais l'erreur pour laquelle je voulais faire ce film. Et donc, c'était assez drôle, c'est que je voulais lui poser des questions uniquement oui, sur son enfance, son adolescence, et pas vraiment sur sa vie au présent. Et j'étais obligée de la questionner sur ça assez rapidement, puisque j'avais fait le tour, comme je disais, des questions. Et oui, je suis revenue avec une autre vision de la vieillesse, en tout cas. Oui, parce que souvent on voit nos grands-parents sur une histoire passée, ou on voit les plus âgés qu'on peut croiser dans la rue, donc sur cette histoire passée, alors qu'ils vivent en effet pleinement le présent. Il peut aussi avoir des espoirs, des projets, peu importe la profondeur temporelle du futur. Et c'est aussi intéressant de repenser, oui, je reviens sur aujourd'hui et ce présent, parce qu'ils ont leur vie quotidienne. Vous avez envie de transmettre quoi de votre regard sur la vieillesse, qui a donc certainement évolué au cours du voyage? Je me souviens d'une remarque que m'a fait ma grand-mère, et ça m'a beaucoup fait réfléchir. C'était pendant le voyage, vers la fin du voyage. Et elle me disait, tout le monde me voit d'abord comme une vieille, avant avant de me voir comme, je sais pas, une femme, une citoyenne, une personne pleine de désirs, d'espoir, d'objectifs, ou quoi que ce soit d'autre. Et ça m'a fait penser on a beaucoup parlé de ça avec elle justement, ou même aux personnes qui ont des handicaps. C'est la première chose qu'on voit, et c'est comme ça qu'on les définit de prime abord, etc. Et donc ça m'a vraiment questionnée. Et je pense que ce que j'avais envie de montrer à travers ce film, en comparant au début, en tout cas, mes deux grands-mères qui ont donc une trajectoire de vie complètement différente, alors elles ont quasiment le même âge et qu'elles ont plus ou moins le même type de vie. Donc mon autre grand-mère ayant été malade assez rapidement, ayant eu Alzheimer, et donc ayant été dans une maison spécialisée. C'était de montrer en fait deux parcours deux parcours de vie différents, et de montrer que même à 90 ans, j'avais envie de faire un film sur l'espoir, les rêves, la vie, les choses qu'on peut encore accomplir même à 90 ans. Et j'en avais marre des films
que ce soit de fiction ou documentaire d'ailleurs, qui montrent la vieillesse liée à la maladie, qui montrent la vieillesse liée à la guerre, qui s'intéressent pas forcément au présent et aux rêves qu'on peut encore avoir à ces âges-là. En général et essayer de briser cette espèce de tabou en fait et ce qui m'a beaucoup interpellée aussi pendant le voyage, c'est de voir ma grand-mère qui est pourtant quelqu'un d'assez fort et qui a des rêves etc de se mettre elle-même des barrières qu'elle a enlevées au fur et à mesure d'ailleurs du voyage et puis alors maintenant elle n'en a quasiment plus mais des interdictions et ce que je disais tout à l'heure par exemple sur le fait de lier des amitiés ou de parler à quelqu'un d'inconnu parce qu'elle est trop âgée. Et c'est toutes ces questions-là que j'avais envie de montrer dans ce film et de montrer en tout cas un autre regard sur la vieillesse, c'est-à-dire un regard d'espoir et pas forcément dramatique. Et est-ce que vous vous êtes aussi dit, moi peut-être si un jour j'ai 90 ans, je pourrais rêver encore de faire ci ou ça? Oui, alors j'espère, j'espère déjà que j'irai jusqu'à cet âge-là. Et si un jour j'ai 90 ans, c'est vrai que bien sûr que j'aimerais vivre dans une société où la question ne se pose même plus, que par exemple, là si on reprend la thématique du voyage, qui est aussi quelque chose qu'on peut se permettre si on a les moyens, si on est en bonne santé, etc. Mais si j'ai la chance d'avoir tout ça à 90 ans et l'envie de voyager, que ça soit pas quelque chose d'exceptionnel, par exemple. Et puis j'aimerais qu'il y ait plus de représentation, des personnes plus âgées, même dans les films, dans les pubs, je sais que ça joue énormément, qu'on voit le corps de la femme. Ça c'est quelque chose aussi que alors j'ai pas forcément mis dans mon documentaire, mais j'étais tellement proche de ma grand-mère, je la filmais tellement tout le temps, et je me suis rendu compte qu'elle était très à l'aise devant la caméra. Je pense que ça y avait aussi une relation de confiance que je me suis autorisée. Enfin, j'ai remarqué aussi dans la manière dont je filmais que au début du voyage, j'étais assez distante et assez loin. Je faisais je filmais beaucoup le train et puis ma grand-mère dans ce train, etc. Et en fait, au fur et à mesure du voyage, au fur et à mesure qu'on rentrait dans une forme d'intimité et de lien de confiance, je la filmais de plus en plus près jusqu'à filmer vraiment les détails de sa peau, les rides. Et puis elle, au début, très coquette, qui se maquillait tout le temps, se maquillait plus du tout. Et donc il y avait une forme de naturel, en fait, de naturel et de réalité. Et je me suis rendu compte en filmant ça qu'on ne voyait pas, à mon goût, assez de corps de cet âge-là. Et ça aussi, j'aimerais qu'on en voit plus en fait, et que ça soit beaucoup plus commun, beau. Enfin, c'est beau. Enfin, n'importe quel corps évidemment peut être beau, mais là, j'avais envie de la filmer encore plus. Alors, c'était pas le sujet de mon film, mais ouais, de montrer la peau d'une personne de 90 ans, par exemple. Et est-ce que vous avez l'impression que ça, peut-être que vous aviez, je sais pas, des appréhensions vis-à-vis de ce corps qui vieillit? Est-ce que ça les a enlevés, si vous en aviez? Ça vous a donné un autre regard sur celui-là? Oui, et ça, je pense que pour le coup, c'est à travers aussi la caméra. Donc là, c'est plus la découverte aussi d'une position de réalisatrice, alors qu'à la base, je suis principalement comédienne. Et je pense que ça doit être à peu près la même chose qu'un photographe. C'est le fait de voir le corps de ma grand-mère à travers un outil. Et d'essayer de trouver un angle artistique et esthétique fait qu'en effet, je me suis rendu compte que j'avais jamais vu en fait le corps d'une personne de cet âge-là nu, parce qu'au bout d'un moment, enfin, elle se mettait complètement nue tout le temps, comme si j'existais pas. J'avais l'impression d'être complètement transparente, que la caméra n'existait plus. Et on a eu cette expérience assez forte en fait, elle s'était jamais mise nue devant personne, et même devant son mari. Enfin,
voire très peu. Et là, il y avait une question comme ça d'une nudité sans jugement, sans tabou. Et en fait, j'ai trouvé ça très beau, en fait. Et oui, et ça m'a fait beaucoup moins appréhender le corps vieillissant et voire même aimer la beauté d'un corps vieillissant. Je pense comme j'imagine que les sculpteurs ou les dessinateurs doivent peut-être avoir quand ils font du nu. C'est justement, il y a de la matière à filmer. C'est très beau, quoi. Et ça raconte vraiment une histoire. Donc ouais, complètement. Ça m'a changé mon regard, ça c'est sûr. Enfin, j'ai découvert en fait ce que c'était. C'est sûr que ça permet d'appréhender autrement son propre corps qui évolue et qui change. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et je trouve ça dingue qu'il n'y ait aucune représentation. Enfin, très peu. Ouais, très peu. Et probablement parce que ce corps fait peur, en fait. C'est sûr, et c'est drôle parce que donc mon film va en festival, il est sélectionné dans plusieurs festivals, et le dernier festival en date, c'était un festival à Los Angeles de documentaires, et on était il y avait beaucoup de documentaires, mais notamment un autre documentaire sur une personne de 85 ans, il me semble, qui habitait à San Francisco et qui, pour le coup, c'était une femme très exubérante, complètement hippie, et qui se baignait tous les jours. Le documentaire était autour de ça, sur le fait qu'elle se baignait coûte que coûte, à n'importe quelle température, elle décidait de se baigner. Et donc on voyait son corps très souvent, et nu, parce qu'elle se baignait nue. Et c'est drôle parce que j'ai écouté les réactions dans la salle, et les gens étaient soit riaient, ou étaient gênés, ou commentaient, parce qu'elle avait énormément de... Elle avait beaucoup pris le soleil apparemment, elle avait vraiment une peau hyper intéressante. Et en discutant à la fin avec le réalisateur, on s'est rendu compte que c'était intéressant de montrer des corps comme ça qu'on voyait peu, et d'entendre les réactions et de se rendre compte qu'en fait c'était encore, ouais, ça faisait peur, ou en tout cas c'était très tabou de se montrer nu à cet âge-là. Et ça m'a beaucoup questionné en fait. Je me suis dit, c'est dingue quand même. Ça nous, ça nous met face à nos propres émotions aussi. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que depuis, on en a un petit peu reparlé avec ma grand-mère, et bon, déjà, on a créé un lien d'intimité assez profond. Euh, mais, euh, mais je pense qu'en tout cas, si on parle uniquement de ce regard sur le corps, je pense que mon regard sur mon corps et sur le corps des autres a vraiment changé. Euh, bien sûr, grâce à cette découverte, en fait. C'est dingue quand j'y pense. Et vous diriez qu'il est juste comment, aujourd'hui, s'il y avait un ou deux adjectifs pour le définir, votre regard sur ce corps? Je pense que il y a beaucoup moins de jugement, évidemment, et je dirais qu'il est neutre de prime abord, là où avant il y avait forcément une histoire de comparaison, de critères à remplir. Je pense que c'est beaucoup plus neutre et intrigué. Et je pense que je regarde aussi différemment, dans le sens où je regarde même d'autres parties. Enfin, je le vois comme une peinture, quoi, maintenant. Plus, c'est comme la mémoire du temps, quoi, vraiment. Et ça peut être un peu des paroles en l'air, mais je le vis vraiment comme ça. C'est-à-dire que je trouve ça beau, en fait, vraiment beau. Mais bon, ça s'inscrit, je pense, aussi dans une déconstruction un peu plus générale du corps de la femme. Où là, c'est pas forcément le sujet de la discussion, mais je trouve que c'est intéressant
de questionner ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pourquoi on l'aime pas, et de se mettre à aimer, par exemple, des formes différentes, les poils, les rides, la peau plissée, la peau brûlée par le soleil, alors que maintenant, il faut être bronzé, mais pas trop. Et en fait, c'est toutes ces particularités, tous ces extrêmes-là que je trouve intéressants. Je trouve ça très intéressant, en tous les cas, l'évolution de votre regard et surtout le mot que vous avez utilisé, la question de la peinture. En effet, peut-être tous nos corps sont des peintures différentes et qui évoluent au fur et à mesure du temps. Si par hasard on a des auditeurs qui veulent voir le documentaire, où est-ce qu'on peut le voir? Vous parliez aussi de festival. Comment ce documentaire voyage aujourd'hui? Pour le moment, c'est principalement dans des festivals français, européens et américains. Donc là prochainement, ce sera dans un... Alors c'est assez loin, c'est en Nouvelle-Zélande, au festival Doc Edge, qui est un gros festival de documentaires, et donc je suis très fière qu'il soit sélectionné là-bas. Il sera aussi en Pologne, dans un autre festival. Et puis, une fois qu'on aura fini la tournée des festivals, comme on dit, il sera disponible, on essaye de le rendre disponible sur une chaîne de télévision. Donc, pour le moment, on est pour parler avec des chaînes de télévision. Mais si oui, en effet, les auditeurs veulent le voir, il faudra attendre un tout petit peu, peut-être en juillet. Il sera sûrement disponible en juillet, soit en plateforme, soit en VOD sur une chaîne de télévision. Oh bah ça arrive vite en tous les cas. Oui, ça arrive vite. Merci Juliette pour notre échange. Merci Mélissa, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à nous transmettre vos commentaires et à nous envoyer vos questions. À bientôt.